Bonjour les TS, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter les différentes étapes de la méiose. Vous avez vu avec votre professeur que la reproduction sexuée se caractérisait par deux phénomènes complémentaires et fondamentaux que sont la méiose et la fécondation. La méiose permet le passage de la diploïdie à la ploïdie, tandis que la fécondation permet de rétablir la diploïdie. La méiose est une division cellulaire qui concerne des organes particuliers, qu'on appelle les gonades ou encore les glandes génitales. Il s'agit des ovaires pour la femelle et des testicules pour le mâle. Donc pour présenter les différentes étapes de la méiose, je vais partir d'un exemple de cette cellule. Vous pouvez voir que dans cette cellule, chaque type de chromosome différent, par sa taille et par les gènes qu'il peut porter, est présent en double exemplaire. Ça veut dire que je suis capable de regrouper les chromosomes par paire. Il existe une formule chromosomique pour exprimer cet état. Cet état, c'est bien sûr la diploïdie. La formule chromosomique est la suivante. Vous voyez que devant le N, j'ai placé un 2. Le N, ça correspond au nombre de chromosomes différents par leur taille et par les gènes qu'ils portent. Je place un 2 devant le N, tout simplement pour indiquer que chaque type de chromosome différent est présent en double exemplaire. À droite du égal, je compte le nombre de chromosomes qui se trouvent dans ma cellule. Je peux compter 1, 2, 3, 4 chromosomes. Ma formule chromosomique est donc 2N égale 4. Avant réplication, mes chromosomes sont monochromatidiens, c'est-à-dire à une seule chromatide. Après réplication, vous le savez, vos chromosomes vont devenir bichromatidiens, c'est-à-dire qu'ils vont porter deux chromatides sœurs. Regardons toujours notre formule chromosomique. Je remarque que chaque type de chromosome différent est bien présent en double exemplaire, que ce soit la paire de chromosomes bleus ou la paire de chromosomes rouges. Devant le N, j'aurai donc toujours un 2. Maintenant, je compte le nombre de chromosomes. J'ai bien dit le nombre de chromosomes, mais pas de chromatides. Attention, j'ai bien 1, 2, 3, 4. 4 chromosomes. La formule chromosomique est donc toujours 2N égale 4. Donc ça, c'est un élément important. Attention, la réplication ne modifie en rien la ploïdie d'une cellule. Si initialement votre cellule est diploïde, après réplication, elle restera diploïde, ce qui est le cas ici. Imaginons que votre cellule soit haploïde, ce qui n'est pas représenté ici, mais imaginons, après réplication, elle sera toujours haploïde. Ici, je suis donc passé d'une cellule mère initiale, diploïde, avec 4 chromosomes monochromatidiens. Il s'agit de ma cellule qui va subir par la suite la méiose. Après réplication, j'ai toujours une cellule mère diploïde avec 4 chromosomes, et cette fois-ci, ils sont bichromatidiens. Regardons maintenant les gènes. Vous pouvez remarquer que j'ai placé la même forme. Vous avez des petits rectangles jaunes pour indiquer qu'il s'agit bien du même gène. Le locus a été choisi de façon arbitraire, en haut du chromosome bleu, de la paire de chromosomes bleus. J'ai gardé la même couleur, tout simplement pour montrer que cet individu, pour le gène jaune, possède les mêmes allèles. On dit qu'il est homozygote. Ce qui n'est pas le cas pour la paire de chromosomes rouges. J'ai bien gardé la même forme pour indiquer qu'il s'agissait toujours d'un gène, d'un seul gène, à un endroit particulier, à un locus précis, mais j'ai choisi deux couleurs différentes. Lorsque vous possédez deux allèles différents pour un gène donné, on dit que vous êtes hétérozygote. Autre petite remarque importante, rappelez-vous, en première S, vous avez vu que la réplication se faisait à l'identique, elle est fidèle, sauf rare cas de mutation. En terminale, on ne va pas se concentrer sur l'exception, on va penser à la généralité. Si bien qu'après réplication, vous avez la même information génétique sur les deux chromatides sœurs, les mêmes gènes et les mêmes allèles. D'accord ? On a bien du jaune partout ici, deux petits verts clairs et deux verts foncés là. Alors pour illustrer les différentes étapes de la méiose, je vais m'appuyer sur une petite vidéo. Donc, ne soyez pas perturbés par les petites manipulations que je vais réaliser maintenant. Voilà, excusez-moi pour le petit temps. Donc on va partir d'une cellule en interphase. Donc au cours de cette interphase, l'ADN a été répliqué comme on a vu précédemment. Vous pouvez remarquer que l'ADN n'a pas encore l'aspect de chromosome. Au fur et à mesure que vous allez rentrer en première division de méiose, avec la prophase, vous pouvez remarquer que l'ADN prend un aspect de chromosome. Et on retrouve bien notre même exemple, à savoir deux paires de chromosomes homologues, une paire de chromosomes rouges, une paire de chromosomes bleus, avec des chromosomes bichromatidiens. Alors au cours de la prophase 1, vous pouvez remarquer que les chromosomes homologues ont tendance à se rapprocher de très très près. Ils forment ce qu'on appelle des bivalents ou encore des tétrades. Donc ça aura un impact important lorsque vous allez vous intéresser au brassage génétique.
Ces chromosomes ne se déplacent pas par magie, ils se déplacent grâce aux fibres protéiques du fuseau de division, si bien qu'en métaphase, vous pouvez remarquer que les chromosomes homologues se retrouvent répartis de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. Chaque chromosome n'est attaché qu'à un seul des deux pôles du fuseau de division. Par exemple, le chromosome rouge à droite ici est rattaché au pôle de la cellule à droite. Et celui-là, au contraire, est rattaché au pôle du fuseau de division situé à gauche. En anaphase, la sous-étape suivante, les fibres protéiques vont rétrécir en direction des pôles du fuseau de division, si bien que vous allez avoir la séparation des chromosomes homologues de chaque paire. La sous-étape suivante, la télophase, se caractérise tout simplement par l'apparition de l'enveloppe nucléaire et l'ADN a tendance à être un petit peu moins condensé. Donc, si on devait résumer ce qui se passe au cours de cette première division méiotique, vous êtes passé d'une cellule mère initiale, diploïde, avec des chromosomes bichromatidiens, à deux cellules filles, haploïdes, avec des chromosomes toujours bichromatidiens. La membrane plasmique se reforme de part et d'autre de l'enveloppe nucléaire des deux cellules et on va s'attaquer à la deuxième division méiotique. Donc là, il y a quelque chose d'important à dire, c'est qu'entre les deux divisions cellulaires méiotiques, il n'y a pas de réplication. En même temps, vos chromosomes sont déjà bichromatidiens, donc ça n'a pas de sens de leur faire subir une nouvelle réplication. On passe ensuite à la métaphase 2, et ici, vous pouvez remarquer que les chromosomes se mettent sur le plan équatorial de la cellule de telle sorte que chaque chromatide sœur de chaque chromosome se retrouve de part et d'autre de ce plan équatorial. Et là, contrairement à la première division méiotique, chaque chromosome est rattaché aux deux pôles du fuseau de division. La conséquence ne sera pas la même pour l'anaphase qui va suivre. Ici, les fibres protéiques du fuseau de division vont rétrécir en direction des pôles, si bien qu'on va avoir une séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome au niveau de leur centromère. On se retrouve donc, au final, avec 4 lots de chromosomes. Voilà. 4 cellules haploïdes avec des chromosomes monochromatidiens. Si on devait résumer la deuxième division méiotique, vous êtes passé de 2 cellules haploïdes avec des chromosomes bichromatidiens à 4 cellules filles haploïdes, toujours haploïdes, mais cette fois-ci avec des chromosomes monochromatidiens. Ce sont les futurs gamètes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Dernière petite information, n'oubliez pas avant chaque sous-étape de la méiose d'indiquer par un numéro si on se trouve en méiose 1, première division méiotique, ou en deuxième division méiotique. Bon courage pour la suite.